Donc là maintenant, on va un petit peu changer. C'est mon collègue Gérald Kierzek qui va prendre la suite. Alors, il va prendre la suite Je de... suis là. Est-ce que vous Très bien. m'entendez? Donc, Bonjour Laurent. Gérald, bonjour, bonjour. Donc, Gérald va prendre la suite par rapport à ça. Donc, je présente un petit peu Gérald. Il est urgentiste à Paris. Euh, Médecin perspicace et brillant. Et il va prendre la suite pour la suite des conférences que l'on a sur toutes ces interventions non médicamenteuses qui permettent de limiter l'apport médicamenteux et les complications qu'il peut y avoir. Très bien. Donc, Gérald, là, tu m'entends? Oui, très bien. Tu Merci prends le beaucoup. relais? Merci Laurent. Merci à tous. J'espère que vous m'entendez. Alors, c'est des circonstances un peu exceptionnelles et donc un mode d'organisation un peu exceptionnel, mais je crois qu'on s'y fait tous. Et là, j'ai suivi un peu vos conférences et voilà, ça se passe plutôt bien. Pardon de ne pas être avec vous, mais c'est vrai que je jongle entre l'hôpital, les plateaux télé. Moi, je suis le docteur Gérald Kierzek, comme tu l'as rappelé. Je suis urgentiste, anesthésiste, réanimateur de formation, donc plutôt très intéressé par toutes ces prise en charge de la douleur. On en a parlé, vous en avez parlé et on va en reparler avec les intervenants de cet après-midi. Et donc, c'est vraiment un sujet qui, en tant que praticien, moi, me passionne. On voit tous les limites de l'allopathie ou du médicament. Il y en a besoin. Il y a besoin aussi de thérapie. Alors, on dit souvent complémentaire, on dit souvent alternatif. Moi, j'aime pas bien le terme alternatif. J'entendais Grégory Nino, que je remercie de l'invitation, qui parlait ce matin de supplémentaire. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est supplémentaire, ces interventions non médicamenteuses, et que ce congrès qui réunit plus de 600 participants, 7 pays, et cette approche multidisciplinaire, elle est fondamentale parce que pour nous, praticiens, ça va devenir une obligation. On voit les limites de notre pratique. C'est surtout une obligation aussi parce que les patients pressent pour avoir ça, sont très demandeurs. Et je pense que c'est à nous, professionnels, de nous emparer de ces sujets-là. Parce que si ce n'est pas nous qui nous en emparons, d'autres vont s'en emparer. Et parfois, et quand on voit un peu le complotisme, un certain nombre de dérives, on peut même parler parfois de charlatanisme, souvent de charlatanisme, eh bien, c'est fondamental que nous, médecins, praticiens, scientifiques, spécialistes, on soit attentifs et qu'on soit ouvert et qu'on fasse de la recherche. Et c'est ce que vous faites. Et ça, je pense que c'est une exigence de la part de nos patients. J'allais dire l'autre casquette avec laquelle j'interviens, c'est que je suis le directeur médical de Doctissimo, qui est le site santé de TF1, où je suis le médecin de TF1 et LCI, et vous avez peut-être l'occasion de me voir avant le Covid ou maintenant avec le Covid. Mais je crois que nous, en tant que diffuseurs de l'information, journalistes santé, vulgarisateurs, on est très demandeurs parce qu'on voit les patients qui demandent ça. Donc nous, on est très demandeurs à ce qu'il y ait des professionnels qui puissent nous aider, et on peut se faire ce pont-là entre les patients et les professionnels, et je pense que c'est de notre devoir médical. Et puis, allez, c'est pas une casquette, mais il se trouve que, à titre personnel, j'ai été hospitalisé l'année dernière, et que ça a été l'occasion pour moi de voir combien oui, la médecine allopathique classique était importante, elle était fondamentale, mais qu'il y avait tout ce qui était en complément, en supplément, qui était important aussi. Je pense à l'alimentation, je pense à la gestion de la douleur, je pense à l'auto-hypnose aussi. On parlera de l'hypnose tout à l'heure. Donc voilà, je pense qu'il faut rester très ouvert, et donc bravo aux organisateurs de ce congrès pour cette ouverture d'esprit et cette ouverture scientifique. Alors, on va démarrer tout de suite avec la première conférence. On va beaucoup parler de douleur, de gestion d'anxiété. Vous verrez qu'il y a des techniques d'hypnose. On a vu notre collègue belge qui présentait, il y a quelqu'un de son équipe qui va aussi présenter, notamment autour de la réalité virtuelle. On parlera d'hypnose. Ensuite, on parlera de prise en charge de la douleur chronique chez les patients non cancéreux. Et puis, on parlera de maladies chroniques. Vous allez voir qu'on va faire un tour avec des professionnels éminents, médecins, non médecins, en tout cas tous intéressés et scientifiques. Et je crois que cette ouverture-là, on va la retrouver cet après-midi. Et je vais passer la parole. Alors, les intervenants, et c'est un peu le jeu avec ces conférences Zoom, vont pouvoir faire leur topo, leur présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vais me faire
le relais pour pouvoir synthétiser et puis on pourra comme ça avoir les réponses de nos intervenants. On est parti jusqu'à 18h30, c'est ce qui est 18h, 18h30 et on va démarrer tout de suite par la neurostimulation non invasive pour le traitement de la douleur chronique avec Guillaume Léonard qui est du Centre de recherche sur le vieillissement de Sherbrooke, un collègue canadien. Oui, alors bonjour, bon matin de mon côté, c'est ça, c'est le matin pour vous, c'est l'après-midi. Il y a une belle neige qui tombe sur Sherbrooke présentement et c'est un plaisir pour moi donc d'être avec vous aujourd'hui. Un grand merci aux gens de l'ICEPS de me donner l'occasion d'échanger avec vous, de parler des travaux qu'on mène à Sherbrooke et qui portent entre autres sur la neurostimulation non invasive pour soulager la douleur. De mon côté, je suis physiothérapeute. Chez vous, on dit kiné. Alors, physiothérapeute ici, je suis professeur et chercheur à l'Université de Sherbrooke. Et lorsque je croise des gens et que je leur raconte que je m'intéresse et que je travaille sur la douleur, je crois qu'on croise peut-être un peu moins de gens ces temps-ci, hein, ces temps de pandémie. On applique par chez nous aussi la distanciation sociale. Mais bon, bref, lorsque je croisais des gens et que je leur disais que je travaillais sur la douleur, ça donnait toujours lieu à des discussions intéressantes. Et la raison est fort simple, hein, c'est que la douleur, c'est une expérience qui est universelle. Nous allons tous ressentir, au moins à un moment de notre vie, ce que l'on appelle la douleur. Ça peut être lorsqu'on travaille, hein, lorsqu'on fait des travaux, par exemple. Vous avez une photo ici de moi qui faisait des rénovations en fin de semaine dernière, le week-end dernier. Et vous voyez que je suis plus à l'aise derrière un écran d'ordinateur et un clavier qu'avec un marteau dans les mains. Alors, on peut ressentir des douleurs lorsqu'on travaille comme ça, mais pas nécessairement uniquement lorsque l'on travaille. Ça peut également être lorsqu'on profite un peu lors de nos temps de loisirs. Et en ces temps gris un peu, des fois, on exagère un peu, certains exagèrent et passent un peu trop de temps dans les salons de bronzage. Et ça peut donner des choses comme ça ici, hein, où là aussi, on va ressentir des douleurs importantes. Et on peut aussi imaginer que la douleur, c'est pas quelque chose qui est propre, qui est unique à l'être humain. Et les animaux aussi vont probablement ressentir ce que nous appelons la douleur. Évidemment, ils ne peuvent pas nous le dire verbalement, mais lorsqu'on regarde leur comportement, comme ici, hein, même le roi des animaux, le lion, qui semble montrer un comportement nociceptif après s'être fait mordre par un petit lionceau, peut-être un peu trop entreprenant. Alors, qu'est-ce qui se passe hein, lorsqu'on se frappe le pouce comme ça avec un marteau? Ben, sans faire un cours de neurophysiologie de 3 heures, peut-être juste rappeler certains principes clés. Hein, le message nociceptif va être capté par des nocicepteurs et ce message nociceptif va être par la suite transmis le long des fibres nerveuses périphériques. Ce sont les fibres A delta et les fibres C qui vont conduire, transmettre le message nociceptif jusqu'au niveau de la moelle épinière où il va y avoir un premier contact synaptique. Et de là, le message nociceptif va poursuivre son trajet vers les centres supérieurs en faisant une synapse au niveau du thalamus et ensuite une dernière synapse au niveau des régions corticales. On peut penser au cortex somatosensoriel, aux régions du système limbique et évidemment à l'insula. Alors, je prends le temps un peu de ramener certains concepts clés comme ça que vous connaissez probablement, mais vous allez voir, je vais y faire allusion un petit peu plus tard dans ma présentation. Et nous, on s'intéresse en tant que professeur, chercheur à cette perception, à cette transmission de la douleur. On a différentes façons de venir évaluer ces mécanismes. Et une des approches qu'on utilise et qu'on a développée à Sherbrooke, entre autres, c'est une approche psychophysique où on utilise la Terre mode. Et je présente ici les travaux d'une de mes anciennes étudiantes, Inès Daguet, qui était française, hein, qui venait de la région de Lyon, qui est venue dans mon laboratoire il y a quelques années pour son master, où on a regardé différentes choses, dont ce papier-ci. Là, on regardait la perception de douleur chez les aînés et chez les personnes plus jeunes. Hein, nous, on ne fait pas d'agisme, on inclut tout le monde, on fait mal à tout le monde dans notre laboratoire. Et vous voyez donc des façons, parce qu'on s'intéresse, oui, aux douleurs cliniques, mais ça arrive des fois où on va vouloir, par l'entremise de paradigmes de douleurs expérimentaux,
créer certaines douleurs pour voir comment la personne réagit, comment le message est transmis jusqu'au centre supérieur et comment tout ça est interprété par le cerveau. Et une de ces approches-là très simple, psychophysique, c'est l'utilisation d'une thermode que vous pouvez voir ici sur la photo, une petite plaque chauffante qu'on appose dans ce cas-ci au niveau de l'avant-bras de la personne. Et comme on est vraiment méchant au laboratoire, on la laisse pendant un certain temps. Typiquement, on la laisse pendant 2 minutes sur la peau de la personne, ce qui nous permet de voir la réponse qui se développe dans le temps. Et un des éléments intéressants, c'est que même si la température de la thermode, sur l'axe des Y, si je prends le temps de préciser, ce qu'on a, c'est l'intensité de la douleur. Et sur l'axe des X, c'est le temps. Donc, le 120 secondes de stimulation, le 2 minutes dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce qu'on peut voir, c'est que même si on laisse la température constante, on voit au tout début une espèce de pic de douleur qu'on appelle typiquement dans notre langage scientifique le Early Peak Pain Phase. Et ça, on a des bonnes raisons de croire que ce Early Peak Pain Phase est lié à l'activation des fibres A delta, dont je vous parlais tout à l'heure. Je faisais allusion aux fibres A delta. Les fibres A delta qui sont un peu plus grosses, un peu plus myélinisées, donc elles vont transmettre le message de nociceptif un petit peu plus rapidement. Et ce faisant, on va avoir ce early peak pain phase, alors que les fibres C vont être impliquées un petit peu plus tard ici. Alors, ce qu'on peut voir ici en comparant nos résultats chez les personnes jeunes et plus âgées, on voit que ce early peak pain phase est virtuellement absent chez nos personnes qui sont plus âgées, chez nos aînés. Et on voit ça à la fois au niveau de l'avant-bras et de d'autres régions. Je vous l'ai dit, on est méchant au laboratoire, donc on a stimulé chez nos participants différentes régions du corps. Ici, c'est le bas du dos et on voit le même phénomène, c'est-à-dire que la première phase de douleur est vraiment aplatie chez les personnes âgées comparativement aux personnes plus jeunes. Ça, je vous le disais, on peut attribuer ça à une perte de l'activité pardon, des fibres A delta et ce que ça a comme conséquence, puis on n'est pas les seuls à le montrer ici, mais il y a d'autres études qui s'intéressent par exemple au seuil de perception de la douleur. Mais donc, les aînés ressentiraient moins les douleurs aiguës, je devrais dire, donc ressentent moins ces douleurs aiguës que les personnes plus jeunes à cause de cette perte du vieillissement des fibres nerveuses, notamment des fibres A delta. Ce qui les met peut-être davantage à risque de se blesser. Il faut se le rappeler quand même. La douleur aiguë, ça a des bons côtés. C'est un système d'alarme qui nous aide à nous protéger, à nous mettre en garde contre certaines stimulations, certains dangers dans notre environnement. Donc, les personnes âgées, les aînés perdent peut-être cette capacité-là à capter rapidement ces stimulations-là potentiellement dangereuses et de réagir suffisamment tôt. Mais pourtant, j'oserais dire, c'est un peu paradoxal parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe au niveau épidémiologique, au niveau des personnes âgées, on remarque que la prévalence de la douleur chronique, des douleurs persistantes, augmente de façon importante au fur et à mesure que l'on vieillit. Les personnes âgées sont davantage touchées par la douleur chronique que les personnes plus jeunes. J'en ai pour preuve ici une étude de Irwin et collaborateurs réalisée à la fin des années 1990, mais des études comme ça, il y en a plein. J'en ai pris une au hasard, juste pour que vous me croyiez que on ne veut pas je veux pas que vous me croyiez sur parole. Je vais apporter des chiffres. C'est ça, les chercheurs. On aime vous montrer des données. Donc, en voici une. Dans cette étude-là, Irwin et collaborateurs, c'est une étude qui avait été faite au Royaume-Uni où on avait interviewé des gens par téléphone. C'était des milliers de personnes et on avait posé donc différentes questions à ces gens-là par sondage téléphonique. Et une des questions que je trouvais la plus intéressante, évidemment, c'était en lien avec la douleur. Et donc, on demandait ici aux gens s'ils avaient ressenti de la douleur au cours des derniers jours. Et vous voyez la réponse ici, la ligne bleue, la ligne que j'ai surlignée en bleu, c'est les gens qui avaient dit avoir ressenti de la douleur à un endroit ou plus au cours des derniers temps. Et on voit que les femmes de 16 à 44 ans, c'est 35% des personnes qui avaient répondu par l'affirmative. Et ce pourcentage-là augmente jusqu'à 63% pour les femmes de 75 ans et plus. Et on voit la même tendance chez les hommes.
C'est-à-dire que les hommes plus âgés ont davantage tendance à rapporter des douleurs que les hommes plus jeunes. Et évidemment, lorsqu'on regarde pour les douleurs persistantes, les douleurs chroniques, ça dépend toujours, ça varie selon les études, mais les études les plus pessimistes vont jusqu'à avancer que ce serait près de la moitié des aînés qui souffriraient de douleurs chroniques. Ce qui est préoccupant ici, c'est que non seulement les aînés sont-ils davantage touchés par la douleur chronique, mais la sévérité de la douleur est également plus importante. J'en ai pour preuve ici une étude qui a été réalisée par une collègue de l'Université de Montréal, Manon Chouanière et ses collègues, qui avait montré que les personnes de plus de 60 ans avaient 2 fois plus de chances de rapporter des douleurs sévères que les personnes plus jeunes. C'était des personnes qui étaient en attente de traitement pour la douleur, dans les cliniques de la douleur. Et lorsqu'on regardait les caractéristiques de ces personnes-là, les personnes qui étaient plus âgées avaient plus de chances de rapporter des douleurs sévères que les personnes plus jeunes, ce qui est préoccupant. Mais c'est un peu contradictoire en même temps, hein, parce que là, vous allez, vous dites probablement, professeur Léonard, au début, vous nous avez dit qu'avec le vieillissement, on perd cette capacité-là, hein, les fibres nerveuses qui transmettent le message de douleur sont affectées, le transmettent moins bien. Mais de l'autre côté, on voit dans les études épidémiologiques que la prévalence de la douleur chronique est plus élevée. Alors, comment expliquer ça? Mais il y a différentes réponses. Évidemment, on peut penser que les maladies, les conditions douloureuses je pense à l'arthrose et d'autres maladies, alors notre système musculo-squelettique vieillit. Alors évidemment, on va être davantage touché par des conditions potentiellement douloureuses, mais il n'y a pas que ça. Et ici, j'aimerais vous rappeler donc que oui, les cellules du système nerveux sont importantes, sont essentielles pour transmettre le message nociceptif, mais elles le sont également pour moduler le message nociceptif. Pendant longtemps, on a eu cette vision-là très linéaire qui nous venait ici peut-être d'un grand Français, René Descartes, qui avec ses travaux, qui avait amené certaines personnes à croire qu'il y avait vraiment ce trajet-là très linéaire entre le fait de capter le message de douleur au niveau des nocicepteurs en périphérie et le cerveau. Et donc, plus le message nociceptif, plus la blessure est importante, plus la douleur ressentie est importante. Et que ce trajet-là se faisait de façon linéaire. On sait aujourd'hui que c'est pas tout à fait vrai. Évidemment, j'ai abordé tout à l'heure la neurophysiologie. On sait, René Descartes était quand même visionnaire. Hein? Donc oui, on sait qu'il y a un trajet, qu'il y a des synapses au niveau de la moelle épinière, que le message va monter ensuite jusqu'au cerveau. Mais on sait aujourd'hui que ce message peut être modulé à différents endroits du système nerveux. On peut exprimer ça, et une des personnes qui l'a très bien démontré, en fait, il y a des Canadiens qui l'ont bien démontré, hein, je pense à Merzac et Wall, qui ont élaboré la désormais célèbre théorie du portillon, mais je pense aussi à un professeur, un chercheur français, professeur Lebar, qui a travaillé sur le concept des CIDN, donc cette idée qu'on peut venir moduler la douleur par l'entremise de stimulation, d'autres stimulations nocitives, hein, le phénomène de contre-irritation. Et j'ai moi-même eu la chance de travailler avec le professeur Serge Marchand, qui s'y est intéressé aussi également beaucoup à ces mécanismes. Ici, c'est une figure qui vient d'un des ouvrages de professeur Marchand. On peut justement voir les mécanismes de modulation. Cette fois-ci, ce sont les mécanismes inhibiteurs, hein, les mécanismes qui viennent freiner le message de douleur, qui l'empêchent de monter comme ça jusque vers les centres supérieurs. Et on peut diviser ce système de modulation, le professeur Marchand aime bien le diviser en 3 niveaux. Le premier niveau en bleu, au niveau de la moelle épinière. Le deuxième niveau en vert, au niveau du tronc cérébral. Et le troisième niveau en rouge, au niveau des centres supérieurs. De façon intéressante, je fais une petite parenthèse pour vous montrer, pour vous parler une des études du professeur Marchand qu'il avait réalisé avec son étudiante à l'époque, la professeure Nancy Julien, qui est maintenant une collègue et professeure à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. À ce moment, ils se sont demandé qu'est-ce qui arrive à l'efficacité de ces systèmes de freinage qui prennent origine du tronc cérébral avec le vieillissement. Est-ce que nos mécanismes sont toujours aussi efficaces au fur et à mesure que l'on vieillit? Eh bien, voilà la réponse.
Sans rentrer dans les détails parce que le temps nous presse, mais peut-être simplement, vous pouvez ici me croire sur parole cette fois-ci. Hein, on a des différentes façons où on peut venir évaluer l'efficacité de ces systèmes de freinage en laboratoire. Et sur l'axe des Y ici, ce que vous avez, c'est l'efficacité des mécanismes de freinage. Et sur l'axe des X, les 3 groupes de participants. Dans un premier temps, les participants jeunes, qui étaient âgés entre 20 et 39 ans, les personnes mi-âgées, âgées entre 40 et 59 ans, et les personnes encore plus âgées, donc entre 60 et 79 ans. Et on peut le constater en regardant ce graphique, c'est assez évident, l'efficacité des mécanismes inhibiteurs descendants diminue de façon importante avec l'âge. Et malheureusement pour moi, je dis malheureusement pour moi parce que j'approche lentement mais sûrement la quarantaine, on voit qu'à partir déjà déjà les personnes mi-âgées, déjà à partir de la quarantaine, on voit ces changements-là survenir. Les mécanismes de freinage deviennent dès la quarantaine de moins en moins efficaces. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les personnes âgées ressentent davantage de douleur, sont plus touchées par la douleur chronique. Hein, au-delà des pathologies qui les touchent davantage, malheureusement, leur système nerveux également vieillit, ce qui fait en sorte que leur capacité à venir bloquer, à venir freiner le message se perd avec les années et sont donc plus touchés par cette douleur-là. Et non seulement sont plus touchés, mais ça explique également les travaux de professeur Chouanière qui montrait que l'intensité de la douleur est également plus importante chez ces gens-là. Alors, si on fait un petit résumé, ce que je vous ai dit, ce que je vous ai rappelé dans les premières diapos, c'est que tout au long de son trajet vers les centres supérieurs, le message nociceptif est soumis à une série de modulations et que ce système de modulation devient de moins en moins efficace en vieillissant. Heureusement, il y a quand même des solutions à travers ça. Hein, et c'est là que j'arrive dans les approches de neurostimulation. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler de la neurostimulation périphérique qu'on utilise beaucoup en réadaptation. En anglais, on appelle le TENS pour Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Alors, c'est une modalité qui nous permet de stimuler les nerfs périphériques pour venir bloquer le message de douleur au niveau de la moelle épinière, hein, la fameuse théorie du portillon dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que ça fonctionne, ces approches-là, chez les personnes âgées? Bien, on a des preuves que oui. On a fait des travaux récemment où on s'est demandé la question, est-ce que l'ajout de neurostimulation périphérique, est-ce que l'ajout de TENS pourrait être intéressante, utile pour soulager les douleurs pendant les exercices chez les personnes âgées? On sait que les exercices, c'est parmi les approches qui ont été montrées les plus efficaces chez les gens souffrant de douleurs chroniques. La contrepartie, par contre, c'est que ces gens-là, hein, lorsque ça fait longtemps qu'on vit avec des douleurs, de se réactiver, de recommencer à bouger, c'est pas toujours évident. Malheureusement, beaucoup vont ressentir des douleurs pendant et après les exercices. Évidemment, je suis le premier à dire qu'il faut trouver le bon programme d'exercice, ajuster l'intensité également. Mais malgré ça, le fait d'avoir des approches qui nous permettent de soulager la douleur pendant et après l'exercice pourrait être très, très bien vu pour aider les gens à s'activer. Et c'est ce qu'on a vu, on a comparé dans 2 groupes des personnes âgées qui faisaient un programme d'exercice. Certains recevaient le TENS réel et d'autres le TENS placebo. Et on a observé donc que oui, pendant et après l'exercice, il y avait un effet marqué du TENS. Donc les gens ressentaient beaucoup moins de douleur, les gens qui avaient reçu le TENS réel comparativement à ceux qui avaient reçu le TENS placebo. Alors ça, c'est assez encourageant. On pourrait dire aussi, c'est intéressant de stimuler la moelle épinière, mais pourquoi pas cibler le cerveau, hein? On dit en anglais sky's the limit, alors pourquoi pas essayer de partir du haut pour avoir un effet top-down à ce niveau-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au cours des dernières années, il y a différentes approches de neurostimulation non invasive qui ont été développées. Je pense entre autres à quelqu'un comme Felipe Fregni à l'Université Harvard qui a travaillé beaucoup là-dessus, avec des approches comme la stimulation transcrânienne par courant direct, la TDCS. Je vous rassure, hein, ça ne ressemble pas à ça, ce qu'on fait en laboratoire. On a des façons beaucoup plus élégantes de venir stimuler le cerveau. En fait, voici plutôt à quoi ça ressemble. Ici, ce sont des électrodes. Hein, c'est une collègue, Émilie Lagueux, là, qui a fait son doctorat sur le sujet. Donc, on vient positionner des électrodes directement sur le cuir chevelu pour stimuler certaines régions clés du cerveau, moduler l'excitabilité des cellules du cerveau et tenter de soulager la douleur.
Alors, on s'est intéressé à cette approche chez les gens qui souffraient du syndrome de douleur régionale complexe, le CRPS, le SDRC, si vous préférez en français. Sinon, également, on s'y est intéressé pour les gens qui souffraient de douleurs à l'épaule, dans les cas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Également, chez les personnes qui souffraient de douleurs pelvipérinéales, la vestibulodynie. Alors ça, c'est des études que j'ai réalisées avec des collègues. Et malheureusement, je dois vous dire que l'efficacité de la TDCS était plus ou moins convaincante pour ces différentes conditions-là. Mais il y a une étude, ou il y a des études, des travaux qui ont montré des choses très intéressantes, et ce sont des travaux qui ont été réalisés chez la personne âgée, chez les aînés. C'est des travaux, entre autres, qui ont été menés par une de mes anciennes étudiantes à la maîtrise, qui est maintenant au doctorat avec moi, Marie-Philippe Harvey, qu'on voit ici. Et très, très rapidement, là, je vois le temps qui file, mais on peut voir donc les douleurs, on a réussi à réduire les douleurs de façon importante chez les aînés avec les approches de stimulation transcrânienne. Alors, on était très contents de ces résultats. Alors, est-ce que la TDCS, est-ce que la stimulation transcrânienne, c'est quelque chose qu'on peut utiliser systématiquement chez tout le monde pour toutes les conditions? La réponse, c'est non. Mais est-ce que c'est une approche qui peut être intéressante pour soulager les douleurs chez certaines personnes? Mais on pense que oui. Puis heureusement, pour moi qui travaille au Centre de recherche sur le vieillissement, les aînés font probablement partie de ceux qui répondent le mieux aux approches de stimulation transcrânienne. Et pourquoi? Pourquoi les aînés répondraient bien aux approches de stimulation transcrânienne? Eh bien, il y a différentes façons, il y a différentes raisons qui peuvent expliquer ça. Et une des raisons qui est mise de l'avant, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, le système nerveux est touché par le vieillissement, est affecté par le vieillissement. On perd cette capacité-là. Je parlais tout à l'heure des travaux de professeur Marchand, les mécanismes inhibiteurs au niveau du tronc cérébral. Mais il y a d'autres parties du cerveau qui est également touchée. Le système moteur est touché par le vieillissement. Et pourquoi je vous parle du système moteur ici, le cortex moteur, c'est que c'est la région qui est ciblée par la stimulation transcrânienne. Au tout début, lorsqu'on s'amusait avec la TDCS, essayer de réduire la douleur ou les autres approches de neurostimulation, on ciblait souvent le cortex somatosensoriel, dans la région juste ici à l'arrière. Et c'est normal, je vous le disais tout à l'heure, c'est une des régions qui s'active, qui est impliquée dans la perception de la douleur. Mais les résultats étaient plus ou moins convaincants. Et c'est lorsqu'on s'est mis à déplacer les électrodes vers l'avant, dans la région en rouge ici, qu'on appelle le cortex moteur, le gyrus précentral, qu'on a commencé à avoir des résultats très, très intéressants pour le soulagement de la douleur. Et pourquoi? Mais c'est à savoir que le cortex moteur, c'est une formidable porte d'entrée. Il y a énormément de projections cortico-thalamiques qui partent du cortex moteur et qui rejoignent le thalamus et d'autres régions plus profondes du cerveau. On peut penser aussi au tronc cérébral qui sont impliqués, je vous le disais tout à l'heure, dans la modulation de la douleur. Et là-dessus, il y a des gens des chercheurs français qui se sont intéressés, qui ont montré, ce sont des hypothèses, mais qui sont soutenues par des données très fortes. Je pense entre autres au professeur Luis Garcia-Larrea et au professeur Jean-Pascal Lefaucheur qui travaillent avec ces approches de stimulation transcrânienne et qui ont montré que ces projections descendantes qui émanent du cortex moteur jouent un rôle important dans l'analgésie que les gens vont ressentir par la suite. Je vous le disais donc tout à l'heure, le système moteur est touché par le vieillissement. Ici, on a plein d'études qui le démontrent et j'en ai sorti juste quelques-unes. Alors, je reviens à l'idée pourquoi les personnes âgées pourraient très bien être de bons candidats à la stimulation transcrânienne. Mais c'est peut-être justement à cause de ces changements-là. Avec le temps, notre système moteur aurait peut-être besoin d'un petit boost pour repartir ces projections descendantes qui nous aident à gérer, à réduire la douleur. Et ce qui est intéressant, c'est une étude qu'on a menée avec un autre de mes étudiants au doctorat, Francis Hood, où on montrait qu'en fait, malheureusement, et on peut le douter, le vieillissement va affecter de façon différente les personnes, les personnes âgées. Certaines personnes vont être davantage touchées, leur système moteur va être plus affecté que d'autres. Et on peut imaginer, entre autres, ici, on avait montré que les gens qui étaient sédentaires, on venait évaluer l'état, si vous voulez, la santé, si je peux me permettre de vulgariser du système moteur, on venait évaluer ça avec la stimulation magnétique transcrânienne. Et on montrait ici donc que les personnes qui étaient sédentaires avaient des changements plus importants, leur système moteur est en moins bonne santé que les personnes qui étaient actives physiquement. D'autres choses ici, très rapidement, mais les maladies chroniques,
La médication venait également affecter, vous pouvez vous l'imaginer, négativement l'état du système moteur, ce qui nous fait donc dire que peut-être chez ces personnes âgées qui sont déjà touchées par l'effet du vieillissement, et certaines le seraient peut-être encore davantage, celles qui bougent moins, qui sont touchées par certaines maladies chroniques, mais ces personnes auraient peut-être besoin d'un petit boost, ce petit boost donné par la stimulation transcrânienne pour repartir le système moteur et soulager la douleur. Alors, je termine avec cette diapo aussi. On a des études qui sont en cours présentement avec le professeur Maxime Descoteaux, où le professeur Descoteaux est un expert dans ce qu'on appelle l'imagerie par résonance magnétique de diffusion. On peut venir imager ces projections descendantes de façon très intéressante. Alors, on se pose la question, on tente d'amener de l'eau au moulin et pour voir est-ce qu'on serait capable d'identifier à l'avance les personnes qui répondraient particulièrement bien à la stimulation transcrânienne. Alors, en guise de conclusion, je vous dis que les aînés, ce qu'on vous a dit, c'est que les aînés sont plus susceptibles de souffrir de douleurs chroniques. Malgré cela, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas normal de souffrir en vieillissant. Et les approches non médicamenteuses, incluant les approches de neurostimulation non invasive, sont des approches intéressantes pour soulager la douleur chez cette partie de la population. Je vous remercie de votre attention. Merci Guillaume pour cette présentation extrêmement intéressante. Et quand on voit les chiffres et le vieillissement du système nerveux, effectivement, et la prévalence de la douleur, ça nous fait réfléchir. Juste question très rapide et réponse rapide, s'il vous plaît. Est-ce que ça devrait faire partie de l'évaluation quand on a une personne âgée aux urgences ou ailleurs, ou une pathologie chronique? Est-ce qu'on aurait de nouveaux modes d'évaluation de cette douleur, justement? Et je pense peut-être à des appareils type les indices, le BIS, vous savez, l'indice bispectral, ou est-ce que ça peut être des outils d'évaluation qu'il faudrait faire rentrer en routine? Deuxième question, justement, est-ce que cette stimulation transcrânienne, elle est déjà en routine dans certains centres de la douleur? Et troisième question, et merci des réponses brèves, pourquoi le Canada est si en avance par rapport à la France? C'est peut-être une impression, mais je pense que c'est la réalité quand même. Merci à vous. En plaisir. Sur la dernière question, je vous dirais que la France est quand même en avant également. Je parlais de professeur Jean-Pascal Lefaucheur, professeur Louis Garcia-Larrière. Donc, vous avez des experts dans le domaine de la neurostimulation. Quant à savoir est-ce que ça l'a percolé jusque dans les milieux cliniques, je sais que nous, en réadaptation, au Québec, on commence maintenant depuis 2 ans à utiliser ces approches de neurostimulation. Donc, c'est peut-être là où on est peut-être légèrement en avance. On a fait le saut plus rapidement vers le clinique. Sinon, je reviens à la première question. Est-ce que on pourrait utiliser des choses comme le BIS chez les personnes âgées pour évaluer la douleur? J'aurais tendance à dire dans un premier temps que la douleur, c'est une perception. Donc, la mesure étalon demeure et devrait toujours demeurer, à mon sens, ce que la personne nous rapporte verbalement. Il y a des gens, à un moment donné, qui s'étaient imaginés qu'avec l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, on pourrait évaluer de façon plus objective la douleur. C'est faux. La mesure étalon demeure et devrait toujours demeurer, à mon sens, l'échelle visuelle analogue ou la perception rapportée par le patient. Ceci étant dit, il existe des situations dans le vieillissement, on peut penser aux troubles neurocognitifs comme la maladie d'Alzheimer, où les gens ne sont pas capables de verbaliser leur douleur. Et ça, c'est un grand drame, mais je vais essayer de faire vite parce que je pourrais en parler longtemps. Mais c'est un grand drame parce que malheureusement, en parlant avec des infirmières, des préposés ici au Québec, on me dit souvent, et c'est peut-être mieux chez vous en France, mais que on peut penser au syndrome, les comportements d'agressivité. Souvent, les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer vont, pas souvent, mais ça va arriver à l'occasion qu'elles vont être agressives. Et là, notre réflexe chez nous au Québec, c'est quoi? C'est de dire, bon, on va leur donner des sédatifs, on peut même utiliser des contentions, donc chimiques, mais aussi physiques, les attacher pour qu'elles arrêtent d'être agressives comme ça, alors que probablement que, pas chez tout le monde, mais chez beaucoup de ces personnes-là, le problème derrière leur agressivité, c'est la douleur. Imaginez que vous avez mal au coude et un préposé vient vous prendre par le coude pour vous soulever, vous n'êtes pas capable de verbaliser votre douleur, votre réflexe va être quoi? Peut-être de donner un coup pour dire ah, c'est douloureux cette manœuvre-là. Alors, le grand drame, c'est que malheureusement, c'est pas évalué, les gens n'évaluent pas la douleur parce que ça prend un certain temps. Il y a des échelles qui ont été développées là-dessus, je pense au Doule Plus en France, donc des échelles qui nous permettent de regarder le comportement des gens.
et de nous dire, bon, est-ce qu'il y a de la douleur chez mon patient ou non? Mais le problème, c'est que ces échelles-là prennent un certain temps. Mais c'est pas 2 heures, hein, c'est quelques minutes. Mais dans le contexte actuel, les gens ne prennent pas le temps de faire ces évaluations-là. Et donc, la douleur est sous-dépistée, n'est pas dépistée et n'est pas traitée. Et on va se tourner vers des approches de sédatifs plutôt que de donner des analgésiques dont les gens auraient véritablement besoin. La bonne nouvelle, je termine là-dessus, c'est qu'on s'y intéresse. On a des projets de recherche qui roulent présentement au Québec. On essaie de voir est-ce qu'on serait capable, avec les technologies, on peut penser au BIS, mais avec l'actimétrie, la fréquence cardiaque, la réponse galvanique, est-ce qu'on serait capable de venir dépister les gens qui ressentent de la douleur pour ensuite les soulager comme il faut, plutôt que de leur donner des sédatifs ou de les mettre sous contention physique. Alors voilà, je m'arrête, mais parce que j'aurais pu continuer longtemps, mais je sais qu'il y a d'autres gens qui vont vouloir parler ensuite. Je sens que le sujet vous passionne et est passionnant. Merci, merci beaucoup de ce topo et de ces réponses, et beaucoup de travail encore sur l'évaluation et nous aussi à intégrer dans nos pratiques.